OK. Donc, il y a ce deuxième workshop, on veut un peu partager les astuces, des astuces pour la rédaction de thèses et de mémoires. Donc, avant même d'aller dans le but du sujet, juste, selon les présentations de chacun, chacun a déjà un sujet sur lequel il travaille, n'est-ce pas? Donc, je suppose que tout le monde ici a un sujet déjà. Si c'est pas le cas, si quelqu'un ne sait pas son cas, qu'il le dise. Comme ça, je peux, voilà, on va toucher ça. Si c'est le cas, on va passer ce volet-là rapidement. Quelqu'un n'a-t-il pas de sujet? OK. Et pas de réponse. Ça veut dire que tout le monde a un sujet. OK. Donc, ce but, c'est pour partager des astuces. Et juste une question également. À quel stage vous êtes? Et si chacun peut peut-être activer son micro pour répondre à cette question dans le processus de doctorat, peut-être première année, Si vous voulez, deuxième moi année, je parle, etc. hein. Vas-y. Moi je suis en fin de thèse, là j'ai rendu mon manuscrit et donc j'ai fini toute la rédaction, tout ça. OK. Et j'attends la date de soutenance en fait. OK. Super. Mhm. Et ça tombe bien. Puis tu auras l'occasion, je vais leur donner l'occasion à certains de partager également des astuces qu'ils ont utilisées en fait pour arriver à là où ils sont. Donc, je prends note à Emma. Quelqu'un d'autre? À quel niveau êtes-vous? Je veux la participation de chacun, si possible. Moi, je suis en deuxième année de thèse, donc deuxième année de terrain, en fait. OK. Mhm. Moi, c'est Yeo Nanga. Je suis en troisième année de thèse, mais actuellement, je suis en pleine terrain, c'est-à-dire je suis en train de collecter les données pour le reste. Voilà. OK. Super. Ok, moi je suis en dernière année et actuellement je suis dans la rédaction OK. aussi. Super. Mhm. Gérard Demabia. Moi, je suis en OK. première année de thèse. Actuellement, je suis en phase des revues bibliographiques. OK. Super. OK. Donc, je pense que c'est pourquoi ce workshop est organisé, en fait. On veut partager un peu les astuces pour la rédaction. On pense que c'est le plus grand projet, en fait. Lorsqu'on est en thèse, le plus grand projet, en fait, c'est le produit final, en fait, n'est-ce pas? On peut collecter, on peut avoir des données, on peut avoir tout, en fait, mais le deliverable, ce qu'on regarde à la fin, c'est le manuscrit qu'on produit. Donc, voilà pourquoi on veut partager certaines astuces here. Voilà, si cet écran actuellement, il y a un site vraiment, je ne sais pas si vous connaissez ce site, www.phdcomics.com c'est un site un peu humoristique pour les doctorants en général, où ils partagent certaines choses. Donc, ici, on essaie de comparer, en fait, sur l'image, la différence entre avoir des enfants, par exemple, et puis écrire une thèse. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'il y a un nouveau-né, généralement, il y a tout le monde dans la famille. Généralement, c'est un nouveau-né, en fait, n'est-ce pas? Donc, il vient de naître, donc on pense déjà à sa croissance et tout. De la même manière, écrire une thèse, par exemple, on se demande est-ce qu'on pourra y arriver, en fait, au début, en fait. Essayer d'imaginer, en fait, pour ceux qui sont déjà à la fin, même ceux qui sont au début, essayer d'imaginer la transition, en fait, en allant de master, étudiant de master à étudiant, à doctorant, en fait. On peut se demander, bon, est-ce que je vais y arriver en fin de compte, n'est-ce pas? Et donc, et la deuxième étape, quand on est nouveau parent, par exemple, et je suis également nouveau parent, j'ai un enfant de huit mois, donc je peux assimiler à ces choses-là, par exemple. Le deuxième point, c'est en tant que parent, par exemple, ça demande assez de manque de sommeil, n'est-ce pas? Et donc, également, lorsqu'on se pose la question en tant que pour la thèse, par exemple, est-ce que je pourrais arriver à penser, on essaie de voir, peut-être qu'est-ce que ça va nous prendre en fait, n'est-ce pas? Souvent, ça demande assez de manque de sommeil. Et la troisième
En tant que parent, par exemple, il y a beaucoup de questions que les nouveaux parents se posent. Et c'est la même chose également. Pour que la thèse, on peut y avoir beaucoup de questions. Et le quatrième niveau, c'est les autres, par exemple, généralement, certaines personnes voient les enfants des autres, par exemple, en train de faire certaines choses, ils disent, bon, par exemple, les nouveaux parents, par exemple, peut-être des mamans plus expérimentées vont dire, bon, c'est pas comme ça on fait ceci, c'est pas comme ça on fait cela et tout. Donc, il y a le jugement des autres également. Et c'est la même chose aussi avec, dans la rédaction de la thèse, n'est-ce pas? Déjà, il y a le jugement du superviseur, ou du professeur principal, qui est, voilà, qui est déjà, qui va prévaloir, c'est clair. Et le cinquième point, c'est nobody thanks you for it. C'est-à-dire, même en tant que parent, par exemple, après tous les efforts, quelqu'un n'a pas forcément besoin de te remercier, en fait. Et c'est la même chose pour la rédaction de la thèse. Mais jusqu'à ce que tu te réalises que, voilà, tu l'as fait, en fait. Et le sixième point ici, is not perfect, but you are proud anyway. C'est pas parfait, mais le sens d'avoir accompli quelque chose, en fait, ça donne de la joie. C'est la même chose également en tant que parent. Donc, c'est cette image, je pense, c'est un peu comique, voilà, qui un peu trace un peu les étapes, en fait, de l'écriture de la thèse. Et une chose à savoir, de façon générale, comme on le sait, je pense que la durée, par exemple, d'un programme de doctorat dépend, en général, comme on le sait, de l'endroit. Par exemple, aux États-Unis, où j'évolue, par exemple, ici, une thèse prend 5 ans. Voilà. Ça prend 5 ans parce que, je pense on va en venir. Ça prend 5 ans parce que il y a une partie intégrale, en fait, d'un programme de doctorat aux États-Unis en général. Il y a beaucoup de cours qu'il faut faire. Par exemple, c'est-à-dire les 2 premières années sont des années où tu es immersé, en fait, dans le domaine en prenant des cours avec des professeurs agrégés, n'est-ce pas? Donc, pendant certains cours, en fait, c'est-à-dire, sur une espace de 2 ans, en fait, tu peux prendre, en termes de UV, si je peux le dire ainsi, tu peux prendre environ 24 UV ou même 30 même UV, n'est-ce pas, sur des sujets, en fait, pour stimuler, en fait, ton esprit, en fait, avant même de commencer, avant même de choisir ton sujet et avant même de commencer l'écriture, en fait. Donc, ce qui fait que le docteur, s'il peut prendre 5 ans, par exemple, je sais que dans certains pays, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 3 ans. En Europe, la plupart du temps, c'est 3 ans. Bon, c'est le système anglophone, je pense, qui est plus long, en général, 5 ans et tout. Donc, voilà, donc ça prend assez de temps, en fait. Voilà, dépendamment de la région, dépendamment aussi de la filière, n'est-ce pas? C'est une filière, par exemple, pour avoir les données, c'est pas chose aisée. Donc, il faut peut-être dépenser assez de temps que d'autres filières où les données sont à la portée de tous. Et donc, la question ici, c'est qu'est-ce que ça demande, en fait, écrire une thèse? Qu'est-ce que ça demande? Ici, bon, j'utilise le terme dissertation en anglais, mais c'est la thèse, en fait, en général. Donc, qu'est-ce qu'il faut, en fait? Qu'est-ce qu'il faut pour écrire une thèse, en fait? Et, et je vais le laisser Aïman parler un peu de son expérience, c'est-à-dire, selon, qu'est-ce qu'il a fallu, en fait, pour être là où tu es présentement, en quelques mots? Ok, en fait, c'est beaucoup de concentration. Mhm. Et ça demande aussi d'aller voir aussi d'autres experts, en fait, de faire recours à pas mal de chercheurs. Parce que ce n'est Mhm. pas forcément sûr d'être déjà bien encadré. Il faut faire Mhm. recours à des connaissances extérieures, tout ça. Et Mhm. bon, en gros, c'est ça, quoi. Et être toujours concentré, ne pas baisser les bras et avoir toujours le courage, c'est tout. OK. Merci. Yeah. Merci pour cet élément de réponse. Et donc, donc, je pense que c'est un peu ce qu'il a dit. Mais si je vais présenter un peu des métaphores, il présente ici 5 métaphores, en fait, de l'écriture, de la rédaction d'une thèse. So, on peut assimiler ça d'abord dans un premier temps à quelqu'un qui est en train de monter, de climb une montagne, par exemple. La première image à gauche, ça peut être vu comme ça, en fait. C'est-à-dire, tu vas quelque part, en fait, mais il y a un chemin à parcourir. Ça demande des efforts, en fait. Ça demande des efforts. Et la deuxième métaphore, ça peut être assimilé à un marathon. Voilà. Un marathon, pas un sprint. Un sprint, une course à distance, à vitesse, par exemple, ça peut être une petite distance, en fait, n'est-ce pas? Tu fais tout ton effort et tu arrives. Mais
la rédaction en elle-même peut être assimilée à un marathon. C'est-à-dire, c'est une plus longue distance, en fait. Ça va demander une bonne préparation, ça va demander de l'endurance et tout. Ou ça peut être aussi assimilé à, yes, comme la troisième image le montre, en fait. Voilà, c'est disons, un voyage en mer, par exemple, avec un bateau, par exemple, mais où il y a assez de vagues, en fait. Et les vagues sont énormes, n'est-ce pas? Mais tu dois arriver de l'autre côté, en fait. Et ce que j'aime, ça peut être assimilé à un jardin, en fait, n'est-ce pas? Je pense que si on est un peu familier à l'agriculture, en fait, et je pense qu'un jardin, ça s'entretient, en fait. Tu peux avoir un bon espace, mais en fin de compte, ce qu'on voit de la série, en fait, ça va dépendre, en fait, de comment le jardinier, par exemple, a pris le soin d'arroser les plantes et tout. Donc, ça peut être assimilé également à un jardin. C'est-à-dire, ça sera la forme également, la forme finale sera dépendante des soins qu'on y met, en fait. Et la cinquième image que j'ai ici, c'est un maze, comme un labyrinthe en quelque sorte. C'est-à-dire, tu es d'un côté, tu dois arriver de l'autre côté, en fait. Et on va remarquer avec les labyrinthes, par exemple, c'est souvent tu peux prendre un chemin, tu vas pendant longtemps, puis tu arrives, tu vois qu'il n'y a pas d'issue, en fait. Donc, tu reviens et trouver l'autre chemin, en fait. Donc, ça peut être assimilé à ça également. Et ce que j'aime ici, ça peut être assimilé à un grand bateau, par exemple. Un grand bateau, et on voit ici, il y a une échelle. Tu essaies de compléter, en fait. Dans ce sens, tu essaies de grimper, d'avancer, en fait. Et mais il y a ton superviseur, ton advisor, qui est aussi là. Comme, il peut être aussi un blocage ou il peut être celui qui te propulse aussi, n'est-ce pas, ton superviseur en général. Et c'est comme s'il y a des blocages, en fait, sur le chemin, en fait, jusqu'à ce qu'on arrive. Ah ouais, donc je pense on va partir un peu rapidement avec les questions. Je pense que quelqu'un a mis en commentaire quel sujet qu'on parle quand même pour ceux qui écouteront l'audio. Je pense que oui, on va parler un peu de ça. C'est-à-dire déjà comment on arrive à un sujet en fait. Comment on arrive à un sujet. Et je pense que Aïma a parlé un peu et je pense que déjà ça va déjà on peut commencer déjà par des expériences personnelles. On peut commencer déjà par des expériences personnelles. Par exemple, on est exposé, disons, c'est pour ça on sait déjà la filière, n'est-ce pas? Genre, quand tu commences ta thèse, tu sais déjà tu es en quelle filière. Ça, c'est donné, en fait, n'est-ce pas? Tu veux étudier peut-être sociologie, psychologie, peu importe. On sait déjà la filière, mais on n'a pas encore de sujet, en fait. Donc, comment on commence? Ça peut venir des expériences personnelles, en fait. C'est celui peut-être qui est dans une filière d'agriculture, par exemple, mais qui peut observer, par exemple, euh, supposons que dans la filière de l'agriculture, il peut seulement le coton, par exemple. Mais il peut arriver à un constat, peut-être en visitant souvent un cotonnier, par exemple, il peut arriver à un constat et voir que par exemple, oh, il y a un type, par exemple, d'insecte, par exemple, qui empêche la production des cotons, en fait. Et puis, bon, on peut voir que peut-être ces insectes-là, peut-être, ça se passe tout le temps vers le mois de juillet, vers le mois de août. Donc, cela, déjà, ça suscite un peu de curiosité. Puis, bon, on peut se dire, bon, oh, passant de cette expérience, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment, il y a quelque chose qui est là qu'on ne voit pas, en fait. C'est qu'il y a des théories, en fait, qu'on peut tirer de ça, en fait, n'est-ce pas? Donc, voici l'exemple que j'ai mis, par exemple, on peut se poser la question, comment est-ce que, comment est-ce que, euh, comment est-ce que les étudiants d'anglais, introduction en anglais, par exemple, utilisent l'ordinateur? On peut être curieux par rapport à ça, en fait. Comment est-ce qu'ils utilisent l'ordinateur? Mais de là, maintenant, on peut se dire, bon, oh, en posant cette question, en fait, ça va découler, ça peut nous faire penser à des théories, en fait. Par exemple, on peut parler du développement des compétences de rédaction. On peut se dire, oh, puisqu'on se demande comment est-ce qu'ils utilisent l'ordinateur, en fait. On peut parler des compétences de rédaction. On peut voir, est-ce qu'il y a on peut penser maintenant, est-ce qu'il y a une relation, par exemple, entre l'écriture et l'apprentissage en général? Puisque on parle des étudiants qui utilisent l'ordinateur, en fait, pour saisir, n'est-ce pas? Donc, en fonction de ça, on peut se dire, bon, peut-être qu'on peut voir un peu, est-ce qu'il y a une théorie qui existe sur la relation entre l'écriture, la rédaction et l'apprentissage, par exemple? Ou on peut se dire, bon, est-ce qu'il y a une théorie qui a été développée déjà en ce qui concerne l'apprentissage des adultes, par exemple? Donc,
je pense qu'en général, voilà, c'est une chose à retenir, c'est qu'on puise en fait sur les connaissances on a déjà acquises, en fait, n'est-ce pas? Mais ces connaissances, en fait, on les acquiert au travers, supposons des cours qu'on a pris, par exemple. En master, peut-être on a pris des cours et on peut tirer des connaissances de ça, en fait. Et aussi, une chose également, au-delà au-delà des décisions personnelles, il y a aussi il y a ce volet que j'appelle la lecture indépendante, en fait. La lecture indépendante. C'est-à-dire, c'est la lecture indépendante des articles ou bien des journaux, des revues, par exemple. Donc, ça également, ça peut susciter des idées, en fait. Et un conseil que je donne à plusieurs, en fait, je pense que ça, connaître ce process va mettre les choses un peu faciles. Comme elle dit, le but, c'est de partager des astuces, en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on prend des articles, lorsqu'on prend des revues, par exemple, lorsqu'on prend des revues, en fait, je pense que si c'est publié dans un bon journal, hein, c'est vrai que, I mean, il y a des revues, en fait, il y a des articles qui ne sont pas publiés dans les bonnes revues. Je parle des articles qui sont publiés dans les bonnes revues, par exemple, dans les bons journaux. On peut lire l'article, en fait, on va voir qu'il y a une section où les auteurs, en fait, vont parler un peu des limitations de l'étude, en fait, n'est-ce pas? Par exemple, c'est vrai qu'au travers de cette étude, on sait maintenant comment est-ce que le COVID-19 se développe chez les enfants. Cependant, notre étude est limitée parce que elle s'est focalisée seulement sur les enfants qui avaient plus de 2 ans, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on sait quelque chose, en fait, on sait comment COVID se développe et tout, mais l'étude est limitée parce qu'on ne peut pas généraliser, en fait, sur les enfants qui ont moins de 2 ans. Donc, c'est une limitation qui a été présentée dans cet article, par exemple. Et donc, cela déjà peut susciter des questions, en fait. Cela peut dire, bon, est-ce que on voit qu'il y a un gap, en fait. Il y a une distance dans la littérature, en fait. Donc, on se dit, bon, peut-être que je peux me focaliser maintenant sur les enfants qui ont moins de 2 ans. Parce que le but, c'est de construire la connaissance, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est l'exemple que donne la dernière fois, Aristote disait que si j'arrive à voir plus loin, c'est parce que je me tiens sur les épaules de géants. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un a fait son étude sur COVID, par exemple, comment ça se transmet chez les enfants, mais il s'est focalisé sur les enfants de 2 ans à 10 ans. Donc, mais on ne sait pas comment ça se manifeste, par exemple, chez les enfants de 0 à 2 ans, par exemple. Et en lisant cet article, par exemple, on découvre ce gap, on découvre cette distance et on peut peut-être penser à se focaliser là-dessus, en fait. Et, donc, je pense que c'est une astuce qu'elle en fait pour venir avec des sujets, en fait. Parce que je pense que le but ici, c'est pas juste d'écrire une dissertation, n'est-ce pas? Une thèse, voilà, pour utiliser le terme francophone. C'est pas d'écrire une thèse, mais c'est d'écrire une thèse vraiment qui aurait un impact. Le mot impact, en fait, qui est très important. C'est pas juste d'écrire une thèse. Par exemple, si quelque chose existe déjà et on arrive à la même conclusion, en fait, on n'a pas ajouté, en fait, à la connaissance. On est passé de 1 à N, en fait. C'est-à-dire, ça existait déjà, et puis on est venu faire la même chose, on passe de 1 à N, le nombre augmente. Mais je pense qu'une dissertation, en fait, on veut passer de 0 à 1, en fait. De 0 à 1, ça n'existe pas. On n'a pas encore de connaissances, on a une connaissance un peu floue de la chose, en fait. Mais comme on passe de 0 à 1. Donc, voilà pourquoi c'est très important, en fait. C'est très important. Souvent, j'aime plaisanter avec les amis. Je dis, ne soyez pas comme des Américains qui ont dit qu'ils ont découvert l'Amérique, en fait. L'Amérique existait déjà, en fait. C'était les premières rencontres avec l'Amérique, en fait. Et souvent, en recherche également, si on ne veut pas le temps vraiment de puiser un peu dans ce qui existe déjà, on va penser qu'on est en train de découvrir un nouveau sujet, en fait. Mais pourtant, le sujet existait avant, en fait. Voilà pourquoi c'est très important. Et pour moi, c'est le conseil vraiment premier que je donne vraiment doctorant aux gens, c'est de prendre la peine par exemple, je vais faire un sujet comme le COVID-19, je vais regarder les derniers articles qui ont été publiés sur COVID-19, les derniers articles de 2020, 2021, 2022. Et quand je vais lire ces articles, par exemple, je vais voir quelles sont les limitations, en fait. Et je sais que ce sont les derniers articles, en fait. Pourquoi commencer avec les articles récents aussi? C'est très important. Parce que si on veut étudier, par exemple, supposons on veut étudier le paludisme, le malaria, le paludisme, et on s'est focalisé sur les articles de 1980. On sait que des choses ont été découvertes, en fait, après ça, en fait. Donc, si on regarde seulement les articles de 1990, par exemple, on va penser que certaines choses ne sont pas encore connues, en fait, et on va se focaliser là-dessus. Pourtant, ces choses existent déjà, en fait. Voilà pourquoi, pour arriver à un sujet vraiment qui aurait un impact, il faut déjà commencer
par l'approche des revues, en fait, il faut déjà commencer à lire des articles récents, en fait. Et une règle que je donne, c'est lire les articles de moins de 5 ans. C'est vrai que dans la rédaction, on pourra faire appel à des connaissances de 1960, etc. Mais pour arriver au sujet, en fait, il faut se focaliser sur les articles de moins de 5 ans. Très important. Cela permettra d'avoir de l'impact, en fait. Cela permettra d'augmenter ses chances d'avoir un impact avec la thèse. Sinon, ça sera comme un réplica, en fait. C'est-à-dire, on va passer de 1 à N. Mais une dissertation qui part de 0 à 1, vraiment, aura un grand impact. Au-delà même de nos contrées, ça peut avoir un impact même mondial. Et donc, c'est très important. Yeah. Donc voilà déjà des astuces ici pour arriver à avoir un sujet, en fait. Donc, lire les articles, lire les articles récents et voir les limitations. Quelles sont les limitations de ces études qui ont été faites? Et se focaliser sur ces limitations-là afin d'augmenter la connaissance. Et aussi, on peut avoir on peut arriver au sujet aussi avec des dialogues avec des professeurs, par exemple, avec les professeurs, en échangeant avec eux, en fait. Et vu que ce sont des personnes qui ont eu encadré beaucoup de doctorants dans le passé, ils peuvent, au travers des conversations avec eux, en fait, on peut arriver à des sujets, en fait, parce qu'ils ont peut-être vu des personnes faire des thèses pendant des années, des années. Donc, ils savent un peu plus ou moins dans le domaine qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui n'est pas encore connu, en fait. Et cela peut donner une piste, en fait, de sujet. Donc, je pense que et ça vient aussi, il y a la collaboration également avec d'autres collègues doctorants, par exemple, en échangeant sur des topics, en fait. Et cela peut aider, en fait, à stimuler des idées et tout. Et voilà, donc, mais je pense que la première place pour commencer, honnêtement, c'est de voir les articles qui ont été publiés, les articles qui ont été publiés, voir quelles sont les limitations, en fait, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore. Et il faut se focaliser là-dessus. Maintenant, après ça, c'est pour ça que je sais qu'il y a telle limitation qui existe dans la littérature que je vais adresser. Une autre question à se poser, c'est est-ce que cela m'est intéressant, en fait? Voilà, parce que c'est, c'est, c'est un voyage qui peut durer 3 ans ou plus. Donc, il faut déjà voir un sujet qui semble intéressant. Il faut trouver un sujet qui est intéressant à sa propre personne, en fait. Par exemple, on a des valeurs, n'est-ce pas? Donc, il y a un sujet qui va dans nos valeurs. Je pense que aide à plus travailler. Et une des choses qui est faite par notamment des consultants en statistique et tout, méthode de recherche. Et personnellement, c'est vrai que je suis disposé à aider tout le monde et c'est ce que je fais en fait. De toutes les façons, les clients généralement vont payer, n'est-ce pas, et tout. Mais personnellement, vu mes valeurs, en fait, il y a certains sujets, par exemple, qui ne m'intéressent pas, en fait. C'est vrai que je peux aider, mais ça m'intéresse pas, en fait, ça me passionne pas, en fait. Donc, je me focalise plus sur les sujets auxquels je suis passionné. En fait, je pense que c'est la même chose avec la recherche, en fait. C'est-à-dire, c'est pas suffisant de savoir que cette connaissance, on ne sait pas encore. Mais est-ce que cela t'est intéressant? Parce que sans ça, tu pourras pas vraiment te surpasser, en fait. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est gérable, en fait? N'est-ce pas? C'est-à-dire, souvent, on peut dire, bon, je veux concourir la Lune, en fait, mais on n'a pas les équipements, en fait. C'est pas gérable, en fait. C'est un bon vœu, un bon but, en fait, mais c'est pas gérable. Est-ce que les équipements, donc, la question, c'est est-ce que c'est gérable, en fait? Donc, il y a ça aussi, parce qu'il faut tenir compte également du temps qu'on a, en fait, n'est-ce pas, pour résoudre ce problème. Donc, est-ce que c'est gérable? Maintenant, est-ce que c'est dans je veux dire, le mot que je vais utiliser, en fait, c'est dans la, qu'est-ce que, je cherche le mot français. Est-ce que c'est dans mes compétences, en fait? C'est dans la limite de mes compétences, voilà, c'est le mot qu'elle a. Est-ce que c'est dans les limites de mes compétences? Une chose à savoir, c'est que on ne prend pas, on prend pas le sujet parce que on connaît tout à propos du sujet. On va forcément apprendre pour avancer, en fait. Mais il y a pas ici des limites de compétences, en fait. Je ne parle pas de ce qu'on sait forcément maintenant, mais des limites de la compétence, en fait. Par exemple, quelqu'un qui veut construire un modèle, en fait, et la personne dit, bon, je vais faire du machine learning. Mais est-ce que déjà, avant de faire du machine learning, par exemple, est-ce qu'on maîtrise certains logiciels tels que R, tels que Python, par exemple?
Mais ça dit, si peut-être ces choses-là ne sont pas là déjà, et puis on s'est dit, bon, je vais faire du machine learning, ça peut ne pas forcément être dans les limites de nos compétences, en fait. Donc, et cela, et comme il dit, il y a la contrainte de temps, en fait, qui est là aussi. Donc, il faut tenir toutes ces choses en compte, en fait. Est-ce que c'est dans la limite de mes compétences? Pas forcément tout ce que je connais, puisque la vérité est que on ne sait pas, en fait, on ne sait pas assez. Donc, si on veut forcément se limiter sur ce qu'on connaît seulement, alors on ne pourra pas aussi avoir de l'impact avec la thèse. Mais je parle ici des limites de la compétence. Maintenant, est-ce que les données qui sont à la disposition pour résoudre ce problème est-ce que ce sont des bonnes données, en fait, n'est-ce pas? Parce qu'une chose à savoir, c'est que ce que j'appelle garbage in, garbage out, c'est-à-dire la qualité de ce qu'on met à l'intérieur, c'est ce qui sort, en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on ne peut pas espérer mettre une mauvaise. Je parle des données dans le sens des données, en fait. C'est-à-dire, si nos données sont mauvaises, en fait, on aura des résultats, en fait, mais pas faire confiance à ces résultats. Voilà. Par exemple, il y a une étude qui a été publiée en 2020 sur COVID, par exemple, et la conclusion de cet article, c'était que la probabilité d'avoir COVID dans un avion, n'est-ce pas? Vu comment ça se transmettait un peu vite, tout ça, mais ils ont fait une étude, en fait, la conclusion, c'était que la probabilité d'avoir COVID dans un avion, un avion, les gens s'assoient relativement proches les uns des autres, mais l'article a conclu que la probabilité d'avoir COVID dans un avion est de 0,000%, c'est-à-dire c'est impossible en fait. Et ils ont stoppé là en fait, et tout. Mais le problème, c'est que les données qu'ils ont utilisées, par exemple, là, c'était, c'était peut-être, genre, les données qu'ils ont utilisées en fait à l'époque, c'était que les gens ne voyageaient pas beaucoup en fait, tu vois, et les gens ne voyageaient pas beaucoup pour commencer, et les gens avaient des masques et tout. Ça dit, la conclusion n'était pas aussi valide que ça en fait, sachant les différents, c'est pas comme si, sachant les différentes, voilà, les types de données qu'ils ont utilisées en fait. Donc, voilà pourquoi c'est important en fait de voir est-ce qu'on a les données qu'on veut utiliser en fait pour répondre sont valides. Et bien des cas, on n'a pas forcément les données d'abord. Donc, que faire? C'est de voir est-ce que pour ce sujet-là, est-ce il y a des sources de données en fait qui seront, euh, auxquelles on peut faire confiance. Maintenant, une autre question à se poser qui est très importante, est-ce que cela contribue de façon significative à la connaissance? Et après aussi, il faut se demander est-ce que c'est trop controversial en fait. Est-ce qu'il y a une controversie par rapport à ça? Donc, ce sont des astuces ici pour arriver à des sujets. Alright. Donc, et pour revenir un peu à ce que je disais, voilà, donc, il se focalise également sur nos collaborations avec d'autres collègues, qui est très important. Et il y a le fait même qu'on travaille de façon indépendante aussi, nos propres expériences, et puis bon, avec les professeurs et tout. Donc, ce sont des choses très, très importantes. Et, et parlant il y a une question? Ah, OK. Parlant des, parlons un peu de l'apprentissage, en fait, de l'expérience apprentissage. C'est au travers d'une thèse, en fait, on apprend à écrire à une audience plus grande, en fait. On n'écrit pas seulement professeur. Donc, on apprend à écrire une audience plus grande, en fait. On devient comme, on est des subject matter experts, on est des experts de sujet, en fait, n'est-ce pas? À la fin de la thèse, on devient expert de ce sujet, en fait. Donc, le processus de la rédaction nous apprend à nous adresser à une audience encore plus grande que nos professeurs, en fait, qui nous enseignent, en fait. Et également, on apprend l'organisation également. C'est-à-dire, on apprend à organiser une large quantité d'informations d'une manière que les autres peuvent digérer, en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on a assez d'informations, mais on fait passer ça d'une manière où ceux qui nous lisent ou qui nous écoutent peuvent digérer, en fait. Donc, c'est des choses on apprend également. On apprend également à faire une recherche originale, qui est très important. On apprend à faire une recherche originale et aussi, on apprend à organiser son temps afin d'être aussi productif qu'on le veut, qui est très important. Je pense que on va encore parler de ces choses un peu en détail. Mais parlant un peu d'organisation, comment développer, par exemple, voilà, comment augmenter notre productivité. Donc, ici, l'image que j'ai encore, c'est le piège comique où, voilà, on a des. Il pense que la rédaction de la thèse, en fait, c'est une tâche qui est un peu difficile. Les petites tâches, petites tâches, petites tâches, mais quand il s'agit de ça, en fait, c'est tellement grand qu'on ne coche pas, en fait.
et tout. Mais on va essayer de partager un peu des astuces pour développer, voilà, et pour augmenter notre productivité, en fait. Et donc, en tant que doctorant, on fait une chose à savoir, c'est qu'on on doit, c'est de façon consciente, en fait, développer, voilà, un système de support, en fait, qui va contribuer à notre succès. Donc, développer, voilà, un système de support qui va contribuer à notre succès. Très important. Et une chose à savoir, je pense qu'il va arriver un peu à ça, mais je pense que comme Ayman a partagé un peu, ça demande de l'organisation, de la détermination et tout. Mais je pense qu'une chose vraiment aussi à savoir, c'est que c'est plus une question de, comment dirais-je, une question de mind en fait, n'est-ce pas? Une question de mind. Très important, c'est le mindset first. So, you have to own your mindset. C'est-à-dire, tu dois avoir, c'est un mindset d'abord. Ça commence avec un mindset. Sans ça, on ne pourra pas s'organiser, en fait, parce que, et avec ce mindset-là, on arrive à construire un environnement favorable, en fait. Et une chose à savoir, c'est que notre mindset, notre volonté, souvent aussi, peut pas vaincre notre environnement, en fait. Voilà pourquoi il faut créer vraiment ce support dont je parle, en fait. Et ce système de support, qui va contribuer à notre succès. Par exemple, quand on est doctorant, par exemple, parlons de créer un environnement, hein, quand on est doctorant, que la plupart de nos amis sont doctorants, en fait, on a tendance à avancer un peu plus vite, en fait. Mais prenons un doctorant, on le met dans un milieu où, par exemple, les autres sont des fonctionnaires, par exemple, déjà, ou peut-être font des choses différentes, en fait. Ce dernier aura peut-être un peu plus de mal à avancer rapidement comparé à un autre qui est d'un milieu de doctorant. N'est-ce pas? Donc, l'environnement est très important. Donc, créer son système de support, en fait, qui va contribuer à notre succès, au succès, en fait, de la rédaction. En faisant ça, cela contribue largement, voilà, à notre accomplissement de la rédaction. Et donc, en tout cas, certaines personnes ont, je vais dire, plus de grâce que d'autres. C'est-à-dire, c'est tout dans un environnement où, par exemple, tout le monde est orienté sur l'académie, en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire la thèse et tout. Donc, dans ces environnements-là, je pense que c'est plus facile, en fait, puisque on reçoit le boost, en fait, de nos collègues, on reçoit le boost de nos amis et tout, et cela aide à avancer, en fait. Donc, voilà, c'est un type d'environnement à créer, en fait, qui est très important. Et donc, je pense on va arriver au mythe dans très peu. Essayons de juste introduire un peu certaines choses rapidement. Et donc, maintenant, il y a la rédaction elle-même, en fait. Voilà, et ça encore, c'est une image un peu drôle également de Pierre du comique qui parle c'est-à-dire, on se dit, bon, je dois écrire, n'est-ce pas? Je dois rédiger, je dois rédiger. Et on arrive à un point, on arrive à se convaincre que je dois le faire maintenant. Et on dit, oh, je peux le faire, je peux le faire. Et souvent, on arrive, on se dit, je peux le faire, et on ne fait pas, en fait. Donc, je pense que cela demande, en fait, un bon environnement, en fait. Voilà. Je pense que peut-être chacun connaît, je suppose, ou en tout cas, je connais plusieurs personnes je dois écrire, 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 et des mois après, des mois, c'est toujours la même chose, je dois écrire, en fait. Et souvent, c'est parce que souvent, c'est difficile le système de support n'est pas là, en fait. Il faut avoir vraiment un bon système de support, comme je le disais, afin de pouvoir même s'écrire. Écrire est difficile, en fait. Une chose à savoir aussi, là, je pense que c'est l'une des tâches les plus difficiles, en fait. C'est-à-dire, on peut parler, on peut faire tout, mais qu'est-ce que c'est de rédiger, en fait? Et rédiger est difficile. Pourquoi? Parce que il appelle la rédaction comme une pensée formalisée, en fait. C'est-à-dire, c'est au-delà de la pensée, en fait. C'est-à-dire, mais traduire ce qu'on pense, en fait. Traduire ce qui est dans notre esprit, en fait, dans notre pensée, voilà, en écriture. En fait. Souvent, ça semble comme quelque chose qui est indomptable, en fait. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment un bon système de support. Et ça va aussi que ce que j'aime dire aux gens, c'est d'avoir un mauvais draft, en fait. C'est-à-dire une première version qui est mauvaise. C'est-à-dire, au début, en fait, tout ce que tu dois penser, c'est d'écrire, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas de regarder est-ce que ma phrase est correcte, est-ce que la grammaire est correcte, est-ce que l'orthographe est correcte. D'abord, c'est d'écrire les idées, en fait. C'est d'écrire les idées, en fait. C'est d'écrire les idées, en fait. Je pense qu'avoir cette structure-là aide également. Au début, tu écris seulement les idées que tu as, en fait. Tu écris les idées que tu as, tu écris les idées.
Et après, un autre jour, peut-être, tu peux venir réviser ce que tu as écrit, en fait. Mais je pense qu'il y a un blocage, en fait, lorsqu'on essaie d'écrire, de réviser, en fait. Ce qui fait que souvent, on peut prendre des heures pour écrire un paragraphe. On peut prendre des heures pour écrire un paragraphe. Voilà, donc, je pense que c'est important, c'est important de savoir ces choses-là, en fait. Et aussi, ici, je parle un peu des astuces générales et tout, mais on va arriver un peu dans plus de détails. Mais c'est de aussi s'organiser en chapitres, en fait. Je pense que on sait déjà, chacun sait plus ou moins quel est le format de sa rédaction de thèse, en fait. C'est-à-dire, combien de chapitres tu dois avoir, on sait ces choses, en fait. Donc, c'est aussi s'organiser, en fait, section par section, chapitre par chapitre, en fait. C'est très important. S'organiser section par section, chapitre par chapitre et tout. Donc, donc en général, je pense que écrire, c'est difficile en fait. Je pense que c'est l'une des tâches les plus difficiles dans le monde académique, même en général en fait. En général dans le monde en fait, parce que c'est, c'est, c'est une pensée formalisée en fait. Ça devient plus formel, donc ça peut être vraiment, ça peut sembler indomptable. Mais avec un système de support bien mis en place, on peut y arriver. Donc, ici déjà, je vais commencer à partager un peu des tips, des astuces en fait. Il y a des astuces, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'organise en fait. J'ai identifié mon sujet, je sais ce que je vais travailler, je sais quoi je vais travailler, mais comment est-ce que je peux m'organiser en fait. Je pense que c'est très important. Cette organisation-là, on peut sembler comme on tourne en rond en fait. Donc, dans un premier temps, je sais que je vais travailler par exemple sur un sujet donné en fait. Donc, en faisant plus de recherches, j'arrive à voir peut-être des grandes lignes en fait. Et ça, c'est là-dessus que Patel, en fait, ça va beaucoup aider dans la littérature, dans la revue de littérature, en fait. C'est-à-dire, on doit réviser la littérature, on doit faire une revue de littérature pour voir quel est le but de la revue de littérature. Je sais pas si, je sais pas si, quelqu'un peut essayer de proposer des éléments de réponse. Quel doit être le but de la revue de littérature? Des, des volontaires pour essayer de répondre. Quel doit être le but de la revue de littérature? Ou qu'est-ce qu'on doit savoir à la fin d'une revue de littérature, en fait? Ou quel est le but? Qu'est-ce que suppose être le but, en quelque sorte? Voilà. Les éléments de réponse. Il y a pas de mauvaise réponse, je pense, hein. Quelqu'un veut essayer? OK. Je suppose qu'on est un peu timide. Mais le but de la Salut. revue de littérature, en fait, on a J'ai identifié un dit, sujet. salut. Oui, c'est Yo Nanga. Je vais OK. donner. Moi, Vas-y. selon moi, le but de la revue de littérature, c'est d'avoir, disons, une idée un peu plus large du sujet, si ce qu'on sait OK. et si ce qu'on ne sait pas. Voilà. Exactement. Et puis ça, voilà. Et puis aussi ce qu'on sait, c'est tout. Et puis voilà, si ce qu'on ne sait pas, et puis essayer de se placer notre, notre recherche au sein de toute cette littérature-là. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, le but, qu'est-ce qu'on sait déjà, en fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et essayer de voir, parce que sans ça, en fait, c'est-à-dire, on ne sait pas la contribution que notre thèse apporte, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on sait déjà, en fait? Donc, en faisant cette revue de littérature, par exemple, on peut identifier des points. Donc, ça, ce que j'ai fait, c'est une littérature map, en fait. Et puis, c'est une astuce pour s'organiser vraiment. C'est-à-dire, on prend le premier sujet, en fait, les causes of IPD. Donc, on prend, quels sont les auteurs qui ont abordé ça, en fait? Et dans quel angle ils ont abordé. Donc, un truc comme ça aide, en fait. C'est-à-dire, c'est une manière de s'organiser, en fait. Il y a plusieurs articles qu'on va lire, en fait. En moyenne, je sais pas, en moyenne, on peut lire jusqu'à 50 articles pour juste une thèse, n'est-ce pas? Ou plus que ça, souvent. Mais après avoir lu, il faut maintenant essayer de faire une synthèse, en fait, comme ce qu'on voit sur l'écran, en fait, c'est un map de littérature, en fait. C'est-à-dire, à gauche, par exemple, où les couleurs qui sont bien foncées, ce sont les grands points, en fait. C'est-à-dire les causes and effects of IPD in educational tests, etc. Ce sont les grands points. Maintenant, les grands points là, quels sont les sous-thèmes qui ont été abordés, par exemple, quels sont les points qui ont été mis et quels sont les auteurs, en fait. En faisant ça, on sait également
oh, il y a tel auteur qui a parlé de ça, l'autre auteur a parlé de ça également. Donc, on arrive à prendre assez d'informations, 50 articles, et on les réduit ça en une page, en fait. Et ça nous donne une idée générale, en fait. C'est-à-dire, en regardant ça, on voit, oh, ouais, une idée générale, en fait. Ça nous permet de gagner en temps. Un autre exemple c'est celui-là également. Il y a plusieurs manières de le faire, mais voilà, c'est un autre exemple également. C'est-à-dire, on a les grands points, en fait. Par exemple, si je veux faire une étude sur, comme je dis là, quel peut être l'effet de COVID chez les enfants, en fait. On va penser, bon, quels sont les gens qui étudient l'effet de COVID d'abord, en fait? Avant d'arriver chez les enfants, quels sont les articles qui ont parlé d'effets, quels sont les effets de COVID? Ça, et on regarde, bon, ils ont abordé quelle tranche d'âge? Ils ont abordé les adultes, les dames, les personnes avec des conditions de maladie et tout. Donc, on veut voir maintenant quels sont les angles que tu as abordés, en fait. En faisant ça, maintenant, on va se, oh, donc, c'est vrai qu'ils ont abordé les causes du COVID chez les enfants, ils ont abordé ça sur les dames, ils ont abordé ça chez les personnes avec le cancer et tout, mais personne n'a abordé ça de la perspective par exemple, des personnes qui ont des maladies de cœur. Donc, on voit que, oh, c'est vrai qu'on sait des choses dans d'autres domaines, mais on ne sait pas concernant quelles sont les causes de COVID chez ceux qui ont des maladies de cœur, par exemple. Donc, on voit qu'il y a une distance, en fait, et on peut se focaliser là-dessus. Ouais, donc, voilà pourquoi s'organiser ainsi, en fait, nous permet c'est-à-dire, ça ne peut pas défaut, en fait. Ici, je train de parler des astuces pour réduire, en fait, l'effort cognitif, en fait, qu'on doit fournir, en fait. C'est-à-dire, si il y a 50 articles, je te dis, bon, oh, tu dois les 50 articles, en fait, et puis bon, savoir le gap, en fait. Et si on n'a pas un système où on peut s'organiser rapidement, au point que ça ne va pas fatiguer, en fait, notre capacité, notre système cognitif, en fait, ça nous permet de gagner en temps, en fait. Ça nous permet de ne pas procrastiner, en fait. Parce qu'une forme de procrastination, c'est souvent il y a beaucoup de choses à faire ou lorsque, 50 articles, en fait, n'est-ce pas? Si on doit parcourir, mais lorsque on a résumé ça à une page comme ça c'est une page, en fait. Lorsqu'on arrive à résumer une page, en fait, c'est-à-dire, déjà, on arrive à vaincre la procrastination, en fait. On y regarde et puis on va, oh, voici, voilà. Par exemple, pour parler de evidence of increased student achievement reading, oh, telle personne a abordé la technologie, l'autre personne a abordé achievement gains, etc. Et on voit les auteurs directement. Donc, c'est une chose vraiment très importante. Pour ceux qui n'ont pas encore fait les revues de littérature, par exemple, pensez à utiliser un tel système, en fait, pour mieux vous organiser, en fait. Et vous allez voir, lorsque vous allez même lors de votre défense, par exemple, c'est une chose également qui peut apparaître. Ça va donner vraiment un aperçu général rapide à, à vos auditeurs. Et ça, c'est notre exemple également. Mais il y a différentes manières, en fait. Ici, par exemple, on voulait voir quels sont les domaines d'intérêt, motivational factors, etc. Donc, et après ça aussi, toujours pour la revue de littérature, on peut penser un peu à faire des bibliographies annotées, en fait, n'est-ce pas? Des bibliographies annotées. Par exemple, on lit un article, après avoir lu un article, on écrit vraiment les références de l'auteur et on écrit un résumé, en fait. Je pense que ici, si on de parler un peu de donner des astuces, en fait, pour décomposer, en fait, la rédaction, telle enseigne que chaque étape est facile à digérer, en fait. Quelqu'un disait que comme on mangeait un éléphant, on ne peut pas avaler un éléphant, n'est-ce pas? Mais on peut le découper en petits morceaux, en telle enseigne que chaque morceau est facile, en fait. Imaginez un enfant, par exemple, qui apprend à manger. Il ne va pas commencer à manger, je ne sais pas, du plat calibre. Même s'il doit manger du plat calibre, on va découper ça en petits morceaux, en fait, en telle enseigne que chaque morceau que l'enfant prend, il peut l'avaler, en fait. Chaque morceau qu'il peut l'avaler. C'est comme ça, en fait. Et je pense que si on arrive vraiment à décomposer la rédaction en petits morceaux, en tenant que chaque morceau est facile à faire, on va vaincre déjà la procrastination. Et la procrastination, je pense que les théoriciens disent un peu que cela vient aussi souvent lorsqu'on ne sait pas par où commencer, en fait. On a une tâche vraiment tellement grande qu'on ne sait pas où commencer et on ne peut pas la finir même si on veut commencer, en fait. Donc, c'est ce qui fait que cela peut nous pousser à procrastiner, en fait. Mais lorsqu'on a identifié le sujet, en fait, c'est-à-dire on a lu les articles des autres, on a vu les limitations des articles, on a trouvé voici un domaine où je peux me focaliser. Après ça, on a fait vraiment une revue de littérature. Il y a une revue map, comme ces maps-là. Et bon, on a trouvé les différents topics et tout, et c'est déjà bien. Maintenant, vu qu'on a fait ça, en fait, n'est-ce pas? En faisant ça, on arrive à voir peut-être tel auteur a parlé de technologie, l'autre auteur a parlé de ceci, cela. Maintenant, la prochaine étape, on va prendre ça maintenant pour aller lire un peu en profondeur
Maintenant, pour revenir avec un résumé, une demi-page, n'est-ce pas? Donc, en faisant ces 3 étapes-là déjà, c'est-à-dire, on a décomposé en fait la rédaction en petits morceaux. Et ces morceaux-là sont un peu plus faciles à digérer, en fait, comparé à d'autres. Mais si on n'avait pas fait quelque chose, en fait. Donc, voilà, donc c'est la prochaine étape. On met la référence, en fait, et on écrit un résumé, enfin une bibliographie à noter, en fait, n'est-ce pas? Donc, ça aide aussi. Donc, ce sont des exercices simples, en fait, qui permettent de décomposer les actions en petits morceaux, en telle enseigne que chaque étape est facile, en fait. En faisant ça, comme il dit, c'est pourquoi il dit c'est plus une question de mindset ou même que d'autres choses, en fait. C'est-à-dire, on arrive c'est-à-dire, c'est de se persuader qu'on peut faire, en fait. Comment se persuader qu'on peut le faire? C'est en décomposant en petits morceaux, en fait. Si on te dit que, bon, tu dois écrire une rédaction, une thèse de 200 pages, automatiquement, je te demande, bon, je ne peux pas le faire, en fait. Mais si on se dit, bon, tu oublies même les 200 pages que tu dois faire, mais on pense à chaque petit morceau. D'abord, identifier le sujet. Identifier le sujet. Comment identifier le sujet? Il faut lire des articles. Quand les articles, il faut te focaliser sur les limitations de l'article, en fait. Déjà même, ça donne le courage d'aller lire, en fait. C'est-à-dire, on se dit, bon, on va pas lire 50 pages, mais on peut déjà, on va lire peut-être l'abstract et on va lire peut-être l'introduction et puis venir lire la conclusion et les limitations, n'est-ce pas? En faisant ça, on se dit, bon, c'est facile à faire, je peux le faire et on va le faire. Et après ça, maintenant, on arrive à créer ce literature map que j'ai donné, j'ai montré en mettant les grands points et puis les différents auteurs. Après ça, maintenant, on se dit, bon, tel auteur a parlé de ce sujet, ça m'intéresse vraiment, alors je vais aller lire un peu plus en profondeur et puis faire une bibliographie à noter, en fait. Et on a déjà des choses comme ça. Et on avance avec ça. Et une autre astuce aussi également, lorsqu'on lit plusieurs articles, en fait, lorsqu'on lit plusieurs articles aussi, personnellement, j'utilise ça également. C'est-à-dire, je numérote, en fait, chaque article, en fait. Comme on peut le voir ici, paper number, je numéro chaque article et les met le nom des auteurs, l'année où c'était publié, en fait. Et après ça, voilà, quel est le problème qui était adressé, en fait, dans l'article? C'est très important. Quel est le problème qui était adressé dans l'article? Et pour chaque article, tel article a adressé tel problème, etc. Et quelles sont les méthodes qui ont été comparées ou bien qui ont été utilisées, en fait? N'est-ce pas? Quelles sont les méthodes qui ont été utilisées? Parce que lorsqu'on se dit, bon, je travaille peut-être je travaille sur en agriculture, par exemple. Après, il y a des méthodes à utiliser, en fait, pour répondre aux questions. Mais en faisant un tableau comme ça, en fait, on arrive à savoir quelle méthode a été utilisée, en fait. Par exemple, tel auteur a utilisé le modèle de régression linéaire. Un autre auteur a utilisé, par exemple, je sais pas, l'équation structurelle, etc. Maintenant, après ça a été appliqué dans quel domaine, en fait, n'est-ce pas, etc. Donc, un truc comme ça également aide. Yeah, donc, en tout cas, si on arrive à combiner, en fait, nos compétences, notre intelligence, on arrive à combiner like, nos expériences passées, notre détermination et notre effort qui est focalisé, en fait, et on arrive à décomposer les tâches en petits morceaux, en fait, on va rendre le processus de rédaction plus facile. Les procédures de rédaction vont apparaître encore plus faciles, en fait. Et en faisant ça, en fait, on arrive à vaincre la procrastination. Yeah, donc, rapidement. Et je pense qu'on en est un peu poussé par le temps. Donc, j'essaie de passer un peu certains slides quickly. OK, donc ici déjà, pour revenir un peu sur les chapitres, en fait, je ne sais pas si c'est comme ça, mais je pense que voici les grands chapitres que j'ai nommés. Je pense que ça peut être différent, en fait, légèrement, mais ça va être des exemples là que je vais parler un peu des différentes étapes. Donc, on sait il y a le chapitre qui parle d'introduction, le chapitre de revue de littérature, le chapitre de méthodologie, le chapitre des résultats de discussion, en fait, n'est-ce pas? Donc, ce sont les chapitres. Et déjà, et les références et tout, et l'appendice également. Mais on peut déjà essayer de voir, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment on essaie de décomposer le travail, comme il a dit, pour rendre ça un peu plus facile, en fait. C'est l'introduction prend comme des pages en moyenne. Pour ça, en fait, voilà pourquoi c'est important dans chaque domaine, en fait, c'est de voir également quelles sont les thèses qui ont été produites dans le passé, en fait. Essayer de voir un peu le format, c'est-à-dire plusieurs formats pour voir un peu en moyenne, l'introduction prend comme des pages, n'est-ce pas?
Oh, l'introduction prend 10 pages. OK. Et la revue de littérature prend comme des pages en moyenne, 40 pages. Ça aussi aide aussi à pouvoir mieux décomposer le travail, en fait. La méthodologie prend comme des pages, environ 25 pages. OK. Les résultats, généralement, les gens prennent combien de pages? 19 pages, etc. Donc, ça aide également. Exactement. Donc, ça dit la majeure partie, en général, hein, voilà, la majeure partie d'une thèse, en fait, ça sera la revue de littérature. Voilà, parce que c'est là que tu dois monter, en fait. Est-ce que ton étude vraiment est originale, en fait, n'est-ce pas? Donc, sans une bonne revue de littérature, on ne sait pas si notre étude est originale ou pas, en fait. C'est-à-dire, on doit arriver à clairement identifier, en fait, où est l'écart, en fait, en ce qu'on connaît puis ce qu'on ne connaît pas, en fait. Si l'écart est clair, en fait, et nous, notre thèse vient pour combler ce vide-là, en fait. Donc, c'est une bonne revue de littérature, en fait, on ne pourra pas combler cet écart, en fait. Donc, l'introduction, c'est là qu'on essaie de présenter un peu le sujet en général. On essaie de présenter un peu le sujet en général. On essaie de présenter un peu même les questions qu'on veut répondre. On essaie de définir un peu certains thèmes, en fait, en introduction. Maintenant, dans la revue de littérature, on doit justifier, en fait, les questions qu'on veut répondre, en fait. On doit arriver à justifier les questions auxquelles on veut répondre. Voilà pourquoi il faut que ça soit vraiment extensif, en fait. Parce que je vais répondre, je vais voir, par exemple, comment est-ce que ce type d'insecte, par exemple, affecte la production de coton, un exemple, n'est-ce pas? Donc, on doit arriver vraiment on veut justifier ça, en fait. C'est-à-dire, dans l'introduction, hein, comme je peux le dire ainsi, l'introduction, c'est gratuit, en fait, n'est-ce pas? Dis tout ce que tu veux dire et tout et tout. Personne ne va te prendre, personne n'attend vraiment quelque chose, en fait. Mais c'est dans la revue littérature, même, tu dois justifier, en fait, pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut répondre à cette question? Parce que, et c'est là que tu vas établir clairement ce qu'on connaît déjà, en fait. C'est-à-dire, avec tous les recherches qui ont été faites et tout, on sait que ceci, cela. Mais malgré qu'on sait ça, on ne sait pas encore l'autre aspect, en fait. Voilà pourquoi je veux répondre à cette question, en fait. Donc, on arrive à justifier, en fait, les questions qu'on veut répondre dans la revue de littérature. Et dans la méthode maintenant, voici ce qu'on a dit en introduction que voici ce qu'on veut faire, n'est-ce pas? Et on a prouvé que ce qu'on veut faire vraiment a son sens d'être, en fait, n'est-ce pas? Maintenant, dans la méthodologie, dans la méthode, c'est là qu'on va venir maintenant. Comment est-ce on planifie résoudre ça, en fait? Mais certaines personnes ont des bons sujets, en fait, auxquels ils veulent répondre. Ils ont des bons sujets. Mais ils n'ont pas une bonne méthode pour répondre à ces questions. En fait, ils ont des bonnes questions, mais ils n'ont pas une bonne méthode pour répondre à ces questions. Ils ont justifié que c'est une question qu'il faut savoir, en fait. Mais la méthode, ils n'ont pas de bonnes méthodes, en fait. Et c'est dans la partie méthode, en fait, c'est là qu'on va venir dire comment est-ce qu'on planifie répondre, en fait. Et qu'est-ce qui prouve que, en suivant cette approche-là, on peut répondre aux questions qu'on s'est posées, en fait. Est-ce que la réponse qu'on aura, c'est une réponse valide, en fait? N'est-ce pas? Est-ce qu'une réponse valide? Donc, ça, c'est dans le troisième chapitre de méthode. C'est là qu'on adresse ça, en fait. Et aussi, voilà pourquoi c'est important aussi de savoir, voilà pourquoi la revue de littérature aussi va aussi nous aider aussi avec la méthode, parce qu'on essaie de voir un peu quelles sont les méthodes que les autres ont utilisées dans le passé, en fait. Et est-ce que ces méthodes-là n'ont pas de limitations, en fait? Et si ces méthodes ont des limitations, par exemple, et c'est dans nos méthodes, dans nos chapitres de méthode, on va parler de comment on va combler, en fait, ces limitations-là. Si supposons on veut faire, on veut, on travaille par exemple en agriculture, par exemple, ou bien même en élevage, et on aura des données en fait, et on veut faire un modèle de régression linéaire. Mais on va savoir on doit se rappeler que par exemple, le modèle de régression linéaire a des assumptions en fait. C'est-à-dire, il faut que les observations soient indépendantes les unes des autres. Mais on remarque que dans la littérature, en fait, certaines personnes essaient de répondre à ce problème, mais leur méthode qu'ils ont utilisée de régression, il y avait la dépendance, en fait, entre les observations. On sait qu'il y a un problème, en fait. Donc, ce n'est pas une méthode appropriée, en fait. Et en découvrant ça dans la revue de littérature, ça nous informe, en fait, dans nos propres méthodes, en fait. On sait que, voilà, voici, il faut combler ce vide-là, en fait. Et dans les résultats, maintenant, le chapitre sur les résultats, on présente les résultats, en fait. C'est-à-dire, on a dit qu'on allait faire en méthode, ce qu'on allait faire et tout. Et on essaie de présenter les résultats maintenant. Donc, il y a ces récapitulations avant que j'arrive à la discussion. Il prend la discussion, personnellement, je pense que c'est l'un des chapitres les plus difficiles, en fait. Mais ça demande plus de créativité, en fait. Et c'est là qu'on se présente comme un expert, en fait, dans la discussion. Mais pour récapituler un peu, en fait, ça nous identifie le problème dans l'introduction.
Et dans la revue de littérature, on essaie de justifier pourquoi est-ce que cette étude a la raison d'être, en fait. Mais dans la méthode, on essaie de montrer on a l'accessoire nécessaire, en fait, pour répondre au problème, parce que le problème est important, en fait. Donc, si le problème est important, c'est déjà bien, mais est-ce qu'on pourra répondre à ce problème, en fait? Donc, les premiers trois chapitres, introduction, revue de littérature et méthode, ça nous dit déjà que notre étude est importante, en fait. C'est significatif et on peut vraiment, on peut répondre à ces questions, en fait. Donc, on a les méthodes qu'il faut pour répondre à ces questions. Les résultats, bien entendu, je pense que le résultat, c'est le chapitre le plus facile. Si on a une bonne méthode, par exemple, les résultats, on va juste, on parle des résultats, n'est-ce pas? Et tout. Mais dans la discussion, c'est là maintenant qu'il faut connecter les résultats, en fait, à ce qu'on sait déjà. Et c'est là qu'on construit vraiment la connaissance, en fait. Dans la discussion, je veux dire. Voilà, donc, et c'est là qui est le plus difficile, en fait. Mais c'est là qu'il faut se présenter comme un expert, en fait. Par exemple, on veut faire une étude, par exemple, pour voir comment est-ce que COVID affecte les enfants de moins de 2 ans. Et on a pu prouver que c'est une étude qui a sa raison d'être. On a pu prouver qu'on a une bonne méthode, par exemple. On va comparer deux groupes d'enfants qui sont similaires. Un groupe d'enfants qui est affecté par COVID, l'autre n'est pas affecté par COVID. On va essayer de comparer pour voir vraiment quels sont les trucs. La méthode est bonne, supposons. On arrive au résultat. Maintenant, c'est maintenant comment est-ce qu'on va, c'est-à-dire, on va discuter les résultats, on va les connecter à ce qu'on sait et déjà et construire la nouvelle connaissance. C'est là qu'il faut maintenant y mettre assez de créativité. En fait, c'est là qu'il faut vraiment. Donc, personnellement, c'est pas, si on a, supposons qu'on a 1 an, en fait, pour finir ce processus, on va se dire, bon, je pense que pour bien clôturer, en fait, l'étude, en fait, il faut au moins, je dirais 6 mois pour le dernier chapitre, en fait. Parce que c'est là que tout va se jouer, en fait. Parce que tu peux avoir une bonne raison, c'est-à-dire l'étude peut avoir sa raison d'être. C'est-à-dire, il y a un écart dans la littérature que tu dois adresser et tout le monde est d'accord avec. Et la méthode est bonne, en fait. Mais, c'est-à-dire, si la conclusion n'est pas de mise, en fait, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on n'a pas contribué, en fait, proprement dit, en fait. Et c'est là que tout se joue, en fait. Donc, il y a la discussion, et puis bon, il y a la référence, il faut les tout, et puis bon, les appendix, en fait. Et une chose à savoir, les appendix, en fait, ce sont les informations, c'est dans le manuscrit, en fait, dans la thèse en elle-même, c'est-à-dire dans les grandes parties, en fait, on met les informations nécessaires, en fait, même dans l'appendix. Ce sont les informations qui sont supplémentaires, en quelque sorte. Ce sont des informations c'est dont on n'a pas besoin pour forcément comprendre, en fait, nos résultats. C'est eux qu'on met dans l'appendix, en fait. Donc, si par exemple, une information importante est nécessaire pour comprendre, en fait, les résultats, pour comprendre, par exemple, la discussion, elle doit partir dans les résultats, pas dans l'appendix, en fait. Donc, c'est là qu'il faut faire la distinction, en fait. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais au début, ce n'est pas une course à vitesse. Et j'avais décidé marathon, mais si on veut réfléchir un peu plus loin, mais ça va au-delà des marathons, c'est du triathlon, en fait. En quelque sorte, ça dit, ça demande tout, en fait. C'est souvent, on va courir, souvent, on va pédaler, souvent, on va nager. Ça demande un peu de tout, en fait. Maintenant, un peu de technique, en fait, pour l'arrivée de littérature. Ce qu'on peut utiliser, il y a des logiciels, en fait, tels que Zotero, Mendeley. Ce sont des logiciels, en fait, qui permettent c'est-à-dire ça permet supposons que tu lis un article, par exemple, ça te permet de sauver l'article, ça te permet d'organiser, en fait, les références pour toi, en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces logiciels-là, mais ce sont des logiciels vraiment pratiques. Je vais voir si j'ai ça tout près. Par exemple, je vais partager mon délai, je vais partager mon écran, je vais montrer ça rapidement. Et ce sont des logiciels gratuits, en fait. Voilà, gratuits que vous pouvez installer si vos ordinateurs, où ça organise un peu les articles. Voilà, un instant, ça charge. Oh, je dois me connecter. OK, je pense que c'est pas prêt, mais ça, c'est un peu ça, quoi. Genre, c'est gratuit, comme je dis, c'est gratuit. Je vais voir si je peux me connecter rapidement. Un instant.
Right. Je pense qu'il a pu me connecter, donc je vais vous montrer ça rapidement. OK, donc ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ça. Par exemple, j'ai des articles ici. Yeah. Donc, ça organise un peu les articles, hein. C'est-à-dire, tu peux créer toi-même vous pouvez créer vous-même ces dossiers, par exemple, et mettre les articles qui vont avec. Par exemple, tous les articles qui parlent de correlation study, je les ai mis ici, par exemple. Et donc, quand tu les mets, en fait, ça démontre en même temps l'année que c'était publié et tout, quand est-ce que tu as ajouté et tout. Donc, ça aide également. Donc, ce sont des techniques, en fait, les logiciels qui sont gratuits, qui sont beaucoup utilisés, en fait. Donc, pour ceux et puis, je considère, mais je vous recommanderais d'essayer, en fait, à utiliser ces logiciels, ça aide beaucoup. Donc, pour revenir un peu à ça, donc, ça permet d'organiser, en fait, les références. Voilà, donc, pour aller un peu plus en détail, il y a donc, comme je disais un peu, c'est de trouver des exemples des dissertations des thèses qui sont similaires au vôtre, en fait, n'est-ce pas? Juste pour essayer de voir en général, c'est-à-dire c'est-à-dire comment est-ce que les gens font l'introduction à la revue de littérature, les méthodes, etc. Yeah, donc, je pense qu'on est un peu poussé par le temps, mais je vais mettre ces slides à la disposition de tous. Yeah, un instant ici. Et je vais mettre ça à la disposition de tous. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Yeah. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant. J'essaie de prendre certaines questions avant de continuer. Yeah, l'enregistrement, yeah, on aura l'enregistrement plus tard. Yeah. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que il y a prendre des questions. Yeah, je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires. Je vois les commentaires rapidement. OK, s'il n'y a pas de questions, on va continuer un peu rapidement. Yeah, donc, donc, basically, yeah, c'est-à-dire, on se souvient des 5 chapitres, n'est-ce pas? Je suppose que vos 5 chapitres sont introduction, revue de littérature, méthodologie, méthode, résultats et puis discussion. Maintenant, mais je pense que, bon, je ne sais pas trop comment ça marche en Côte d'Ivoire, mais généralement, il y a la première phase où on propose en fait le travail, n'est-ce pas, le proposal, on propose l'étude qu'on veut faire. Donc, pour cette partie-là, le proposal, où on propose l'étude en fait, je pense que c'est très important de nommer en fait quels sont d'aborder largement en fait le contenu en fait. Et à cette étape-là, c'est important de se rencontrer avec son professeur aussi fréquemment. Et puis, d'écrire chaque jour, en fait, right daily. Une chose à savoir, c'est que c'est aussi d'être like colorful, c'est-à-dire, c'est de ne pas avoir peur d'ajouter, en fait, sa touche, en fait. C'est ça. Parce que c'est vrai il faut voir un peu comment est-ce que les autres ont fait leur thèse et tout. Mais il y a cette flexibilité, en fait. Et il n'y a pas de limite de page aussi. C'est une bonne chose avec les thèses, en fait. Il n'y a pas de limite de page c'est pas comme des articles qu'on publie dans les revues, en fait. Donc, et voilà, ça nous donne l'opportunité, en fait, d'être aussi créatif qu'on le veut, en fait. L'opportunité d'être aussi créatif qu'on le veut, qui est très important. Et une chose également, pour parler un peu des tips, pourquoi est-ce que c'est important vraiment de faire une étude, en fait, qui a un impact? C'est parce que c'est quelque chose qui nous suit, en fait, n'est-ce pas? Lorsqu'on écrit une thèse, par exemple, c'est le travail, en fait, c'est la conclusion, en fait, de longues années d'études, en fait. Et c'est des choses qui nous suivent, en fait. Par exemple, après, je pense que l'un des workshops, en fait, on parle de comment se préparer, en fait, pour une profession en tant que professeur, etc. Mais
ça nous suit en fait. C'est-à-dire, éventuellement, il y aura des opportunités peut-être auxquelles on veut postuler, que ce soit dans l'académie ou en entreprise, par exemple. Mais la thèse, par exemple, ça peut être, c'est un travail en fait auquel les gens auront accès en fait, en premier en fait. Et c'est de là que, au travers de ça, on voit vos qualités ou vos faiblesses en fait. Donc voilà pourquoi c'est important en fait. C'est important de prendre le temps de se focaliser bien sûr sur le chapitre 2, les revues de littérature, pour s'assurer que le problème qu'on est en train de résoudre, en fait, c'est un problème important, en fait. Ça ajoute une contribution, en fait. Et c'est en cela qu'on peut agrandir notre impact. Et comme je le disais, sans ça, en fait, on va passer de 1 à N, en fait. Mais le but, en fait, c'est de passer de 0 à 1, en fait. C'est-à-dire, il n'y avait pas cette connaissance, en fait. Et nous, on vient ajouter, en fait. On vient ajouter à la connaissance. Et voici un autre site également qui est, qui est très important aussi. Ça aide en fait à vérifier en fait les citations et tout. Donc, comme il dit, ça sera enregistré, le lien sera partagé. Il y a quelqu'un a posé dans les commentaires combien d'articles on a besoin pour la littérature review. Donc, je dirais, je pense que il y a généralement, je pense qu'il va montrer une liste de références tout à l'heure. Mais généralement, pour une dissertation, on peut avoir souvent même 20 pages de références, en fait, n'est-ce pas? Donc, et sachant que dans les résultats, on ne va pas forcément citer des auteurs. Ce sont nos résultats. Dans la discussion, on peut citer des auteurs. Et dans la méthodologie, on va citer des auteurs, puis dans la revue de littérature, etc. Donc, je me dis, on peut avoir recours, par exemple, à souvent même, je dirais même 100 articles. Hein. Mais le but, c'est pas la quantité d'articles, mais c'est et supposons il y a des filières, par exemple, ou bien des domaines, par exemple, où il n'y a pas eu beaucoup d'études, en fait, n'est-ce pas? Donc, dans ces filières, par exemple, il y a peut-être 3 auteurs qui sont prominents, en fait. Et donc, on va voir que, bon, on va beaucoup citer ces 3 auteurs-là, comparé à d'autres filières où il y a plusieurs auteurs ont fait des contributions, en fait. Donc, là-bas, peut-être on aura encore besoin de plus d'articles. Mais il y a des filières où peut-être il y a 2 gourous, en fait, dans le domaine, en fait, dans la filière. Donc, ce sont ces 2 personnes qui ont fait des recherches année après année après. Donc, dans ce sens-là, peut-être qu'on aura peut-être moins d'articles à citer. Donc, voilà. Donc, il dit c'est qualité peut-être au-dessus de la quantité. Mais en moyenne, sachant qu'on veut construire un bon cas également, on sait que peut-être 10 articles, c'est insuffisant, en fait, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, il me disait en moyenne, 30 à 50 articles. Il y a une question, est-ce qu'il y a des revues spécifiques qu'il faut viser pour une bonne séquenciation du sujet? Voilà, je pense que c'est dans le domaine, en fait, voir quels sont les... Parce que je pense qu'il y a, il y a il y a un classement de revues, en fait, n'est-ce pas? Donc, aller avec les tops, en fait. C'est-à-dire peut-être les 10 premiers dans le domaine, en fait. Ce sont des revues, en fait, qui ne publient pas n'importe quoi, en quelque sorte. Donc, ils publient, en fait, les travaux consistants. Donc, et lorsqu'on commence avec ces revues et qu'on voit qu'il y a des limitations qu'ils n'ont pas, il y a des limitations qu'eux-mêmes ils ont avouées, par exemple, dans les études, ça nous donne en fait déjà un indice. On peut se focaliser là-dessus rapidement en fait et travailler. Donc, voilà, donc commencez avec les top reviews. OK, donc voici il y a d'autres tips rapidement. Donc, aussi une chose à savoir, c'est se préparer pour l'inconnu en fait. Il faut aussi, il faut s'attendre à beaucoup de feedback qui est très important. C'est lorsque, c'est souvent sans ça en fait, parce que notre premier essai, par exemple, notre premier attempt, notre premier essai à écrire une rédaction n'est pas forcément être bonne, en fait. C'est-à-dire, on fait un premier essai, on envoie à notre professeur, par exemple, et tout. S'attendre à des feedbacks, en fait. Ça peut aussi des feedbacks des collègues ou même des professionnels, en fait. Par exemple, une méthode que tu veux utiliser, par exemple, ton professeur et toi, vous n'êtes pas forcément experts dans ces méthodes-là, essaie d'approcher d'autres experts ou des personnes qui ont une expertise dans ce domaine et puis voir des feedbacks d'eux, en fait. Oh, j'essaie de faire l'étude de cette manière. Est-ce que c'est la bonne approche? Donc, vraiment, yeah, dans des feedbacks. Yeah, et se donne le temps de respirer également. Voilà, c'est pas une affaire de vie ou de mort. Le temps de respirer. Et donc, une question encore dans les commentaires. Comment cerner les top reviews? Oh, il y a des sites, en fait, où on donne, je pense que j'ai pas ça à apporter actuellement, mais il y a un site où on fait le classement des revues, en fait, par région et tout. Donc, c'est là, il faut commencer.
Voilà. Et entre Zotero et Mendeley, lequel tu trouves plus simple? Oh, je trouve que Zotero est plus simple. Yeah. Yeah, Zotero est plus simple que Mendeley. Yeah, donc, yeah, comme je disais, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, c'est le système de proposal également, mais généralement, après le proposal, il faut maintenant penser à faire vraiment des changements encore. Il faut changer le temps parce que quand tu proposes à ton professeur, tu vas dire que le but, tu vas dire le but vraiment, tu expliques ce que tu veux faire en fait, n'est-ce pas? C'est dans le futur en fait. Mais lorsque la thèse, en fait, dans la thèse, on écrit dans le passé en fait. Voici ce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela en fait. Donc, il faut être conscient de ça en fait, le temps en fait, n'est-ce pas? C'est dans le passé en fait, vu que l'étude est complétée. Maintenant aussi, en parlant d'organisation, il faut vraiment s'assurer qu'on sauve nos files dans plusieurs endroits, en fait. C'est très important. Je pense que je veux pas, même si on a un ordinateur, il faut sauver ça sur les disques externes, en fait. Moi, personnellement, j'ai un disque externe en dehors de mon ordinateur où je sauve, en fait, les choses importantes, en fait, en général. Donc, la thèse, c'est à ça qu'il faut penser également. Mais soit c'est envoyé par email, sur Google Drive, mais il faut penser vraiment, sur OneDrive, yeah, exactement. Il faut penser à sauver ça quelque part et rester organisé. Ouais, je pense que c'est un problème d'organisation le plus, en fait. Et, et voilà, maintenant, mais certaines personnes ont dit au début qu'ils sont en train de collecter les données et tout. Donc, faut planifier, en fait. Il faut avoir une timeline. Il faut avoir une timeline, c'est-à-dire de tel temps à tel temps, voici ce qu'on fait. Et c'est un bon chronogramme, en fait. Il va beaucoup aider. D'avoir un chronogramme. Yeah, et donc, et pour revenir encore sur l'écriture, il faut écrire chaque jour, en fait. Je pense que vaut mieux écrire 2 phrases que de ne pas écrire, en fait. Mais souvent, on se dit, il faut avoir peut-être 10 heures de temps avant de s'y mettre, en fait. Mais même si c'est écrit 2 phrases, c'est très important. Une chose aussi à savoir, c'est de écrire toutes ses pensées, en fait. Et lorsque même on fait des corrections, lorsqu'on fait des corrections, c'est de ne pas, on fait des corrections, mais de garder, en fait, comment dirais-je, c'est de garder, en fait, la version originelle. Parce que, par exemple, tu pensais aborder dans un angle, en fait, donné. Mais supposons que tu n'as pas pu, tu voulais faire un angle donné et après, avec le feedback de ton professeur, tu décides de changer d'angle, en fait, n'est-ce pas? Mais c'est de garder la documentation de l'angle que tu voulais aborder dans le passé, en fait. C'est très important. Ça te permet de traquer, en fait, l'évolution de tes pensées avec le temps. Je pense que si on prend le cas des personnes qui font beaucoup de découvertes et tout, ce sont des personnes qui arrivent c'est-à-dire à record, à traquer en fait leur pensée avec le temps en fait. C'est vrai que tu as voulu faire peut-être un modèle de régression linéaire et ton professeur t'a dit par exemple ça ne va pas marcher en fait. Tu changes, c'est clair, mais c'est de garder quelque part en fait dans une note que tu avais pensé à la régression. Mais tu n'as pas marché, donc tu as changé de régression à ceci en fait. Ça doit avoir une documentation en fait. C'est très important. C'est très important de keep track of l'évolution de ses pensées, en fait. Donc, écrire chaque jour, comme je le disais, qui est très important. Et il faut vérifier également ton travail avec d'autres collègues. C'est au-delà même du professeur. Généralement, quand je cause avec des personnes en Côte d'Ivoire, souvent, c'est difficile d'avoir accès au professeur et tout. Donc, voilà, l'importance également d'interagir beaucoup avec les collègues, de vérifier le travail avec des collègues et aussi de créer des checkpoints. Like chaque semaine en fait, n'est-ce pas? Essaie de chaque jour, mais chaque semaine en fait. Et pendant cette semaine, par exemple, cette semaine, je planifie de travailler sur ceci en fait. Et tu check en fait à la fin de la semaine, vois ce que tu as pu le faire, etc. C'est-à-dire décomposer, comme il a dit, décomposer en telle enseigne que chaque étape est facile à digérer en fait. Et aussi, dans un document Word, par exemple, il y a ce qu'on appelle les track change. C'est-à-dire si, par exemple, je vois si je peux trouver un article rapidement pour montrer. Je vais voir si je peux trouver quelque chose rapidement pour montrer. Mais il y a ce qu'on appelle les track change dans Word. Ou par exemple, lorsque tu envoies ton travail à quelqu'un pour réviser, en fait, la personne peut faire des suggestions, mais ça montre en fait ce que la personne ajoute et ça garde ce que toi tu as fait, en fait, n'est-ce pas? C'est une manière aussi de keep track of l'évolution de tes pensées, en fait. Yeah, et pour écrire également, comme il dit, il faut porter son chapeau d'écriture, en fait. C'est-à-dire, il vient un temps où aussi il faut consacrer un bloc de temps pour travailler là-dessus, en fait. C'est-à-dire, samedi matin, bon, ce samedi matin, purement écriture, en fait. Donc, c'est vrai qu'il faut que chaque jour, même si c'est 1 minute, 2 minutes,
Mais il faut aussi penser à trouver un temps, en fait, qu'on bloque pour, yeah, faire ça. Et une chose à savoir également, I mean, general tip, c'est un attitude générale, en fait, c'est d'avoir l'approbation de son superviseur avant chaque chose, en fait, n'est-ce pas? Parce que, en fin de compte, ce sont eux qui approuvent le travail et tout. Donc, c'est très important. C'est pas ça les questions à ce niveau. Et pour toucher un peu rapidement les questions de droit d'auteur et tout, je pense qu'une chose à savoir également, c'est-à-dire avec PowerPoint, par exemple, avec PowerPoint, vous pouvez créer n'importe quel diagramme que vous voulez, vous pouvez créer n'importe quelle image que vous voulez, en fait. Mais certaines personnes aiment utiliser peut-être des images de Facebook, Facebook, de Google, par exemple, mais ce sont des choses également qu'il faut citer également. Les questions de droit d'auteur ont changé récemment, en fait. Donc, ces genre de choses également, il conseille aux gens même d'éviter ça, en fait, dans la dissertation, en fait. Yeah, parce que c'est un travail qui peut être révoqué si quelqu'un, si un gens se rend compte qu'il y a des images qui ont été utilisées vraiment qui ne vous appartiennent pas. Donc, me dit, mieux vaut investir son propre temps à créer des diagrammes qu'on veut utiliser avec PowerPoint, en fait. Et sinon, si on veut utiliser des images, c'est vraiment qu'il y a des images qu'on ne peut pas répliquer forcément ou qu'on ne peut pas créer nous-mêmes et on veut utiliser des images qui existent déjà, c'est de se rappeler de citer ces sources, en fait. Voilà, c'est de se rappeler de citer ces sources-là. Yeah, exactement. Yeah. D'autres questions? Il y a vous-même les questions en commentaire également, si vous ne vous sentez pas libre de parler. Conseil d'utiliser le logiciel, craquer, là, je sais pas, aussi, document. Bon, c'est conseil d'utiliser les logiciels craquer. Je pense que la réponse logique ici serait non. Yeah, en général, on va citer les logiciels, c'est clair. On va dire, bon, j'ai fait une analyse avec SPSS ou bien j'ai fait une analyse avec R, par exemple. Voilà, mais on n'a pas forcément besoin on n'a pas forcément besoin de dire que c'est craqué, je pense que comme bonne pratique, en fait, c'est conseil de citer les logiciels dans le document. Et maintenant, une astuce, lorsqu'on fait la soutenance finale, je pense que la soutenance finale, en fait, on doit se focaliser plus sur la méthode, les résultats, la discussion, en fait. C'est pas que dans le document, comme je dis, la revue de littérature prend la majeure partie, en fait, mais lorsqu'on on présente, en fait, voilà, c'est la méthode, les résultats, la discussion, en fait, comme la discussion, c'est notre expertise, en fait. C'est là qu'on se présente comme un expert. Voici les résultats qu'on a eus. En fait, ces résultats veulent dire ceci, veulent dire cela. En fait, on se présente comme cet expert, en fait, dans la discussion. Donc, je pense que c'est là, en fait, puisque, après la soutenance et tout, on devient, officiellement, griffe, on devient expert. Donc, il faut se focaliser, en fait, sur les inférences qu'on fait, en fait, à propos des résultats, en fait. C'est là qu'il faut miser ses efforts. Et voilà. Fais ça simple également. Fais ça simple. Avoir des bullet points, des summaries, et puis, etc. Yeah. Voilà, une chose également que je vais dire en général aussi, c'est dans l'écriture également, dans l'écriture, s'assurer également que c'est vrai que on a des domaines techniques en fait, mais c'est de s'assurer que quelqu'un qui comprend le français peut comprendre en fait ce qu'on est en train de dire en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où ce sont des thèmes techniques, mais quelqu'un qui comprend le français doit être à mesure de comprendre en fait le message qu'on est en train de véhiculer dans la thèse en fait. Sans ça, sans ça, ça ne sera pas vraiment utile à tout le monde. Parce que généralement, peut-être on est dans les domaines techniques, en fait, mais les résultats, des personnes qui sont peut-être de non-experts peuvent appliquer ces résultats, en fait. Donc, c'est s'assurer que c'est un français où les autres peuvent comprendre, en fait. C'est pourquoi il y a des keep it simple, en fait. C'est de make sure que c'est simple, en fait, et tout. Donc, c'est très important. Il y a aussi souvent, il y a les personnes qui aident à éditer, en fait, à faire éditer les documents, en fait. Et si ce sont des personnes, ce sont des ressources également à
à avoir également, à utiliser. C'est ce que je veux dire. Yeah. Donc, voilà, je pense que chacun est plus ou moins, selon ce que j'ai appris au début, selon ce qui a été partagé, chacun est plus ou moins dans un processus proche de fini. Donc, voilà, c'est de continuer à courir. Souvent, il a lieu de pédaler, souvent, il a lieu de s'arrêter, peu importe. Mais comme on dit, c'est au-delà d'un marathon. Donc, c'est l'occasion de décomposer encore des tâches, en fait. Par exemple, ceux qui sont la collecte des données, par exemple, pendant que les données sont en train de collecter, ça dit, quelle est autre chose qu'on peut faire pendant qu'on collecte des données, en fait? Souvent, il y a des données qu'on ne collecte pas nous-mêmes, en fait. Peut-être c'est un site, en fait, n'est-ce pas? Mais pendant que je collecte les données, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, peut-être que je peux organiser, par exemple, mon tableau de contenu, en fait. Peut-être que je peux organiser mes références. Peut-être que je peux organiser, voilà, mon appendix, en fait, n'est-ce pas? Donc, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pendant que, il y a des étapes qui dépendent de deux étapes, en fait. Par exemple, je ne peux pas écrire les résultats sans avoir les données, en fait. C'est-à-dire, donc, à ce niveau, je suis bloqué, en fait. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire pendant qu'on a collecté les données, en fait. Ça nous permettra de sauver en temps et puis d'avancer rapidement une fois qu'on a les données. Donc, une dernière fois, s'il y a des questions avant qu'on termine la session d'aujourd'hui. Salut. Oui, salut. Mhm. Oui, c'est Yeo Nanga. OK. J'aimerais savoir votre point de vue sur la question de la revue bibliographique, Mhm. c'est-à-dire dans la rédaction du document de thèse. Est-ce que c'est vraiment évident de faire une bonne revue bibliographique, sachant que si on n'a pas encore vraiment fait le terrain, on n'a pas vraiment les résultats qu'il faut faire, écrire la partie de la revue bibliographique de façon sans avoir les résultats. Est-ce que c'est vraiment possible, selon vous? Yes. Pour moi, je pense que c'est la manière, en tout cas, à mon avis, c'est la manière la plus logique, en fait. C'est-à-dire d'écrire même sans même avoir les résultats, n'est-ce pas? Vu que si on part du principe que le but de la revue de littérature, c'est de voir qu'est-ce qui a été déjà fait, en fait. Qu'est-ce qu'on connaît sur le sujet, n'est-ce pas? Et voir quelles sont les choses qui ne sont pas encore connues, en fait. Donc, je pense que il va de soi que l'étude de la vie même vient avant, je dirais même. Ça vient avant, en fait. Ça vient avant même les résultats, en fait. Parce que la revue de littérature, comme on le dit, c'est la revue de littérature, de ce qui existe déjà, en fait. C'est pas là que t'as pas besoin de savoir tes résultats avant de faire la revue, en fait. La revue, c'est pour justifier, en fait, les questions que tu veux répondre, en fait. N'est-ce pas? Donc, je pense que, le système américain, par exemple, comment ça marche? Ça, ça dit, tu écris ton introduction, tu écris ta revue de littérature, tu écris ta méthode, en fait. Et ces trois parties doivent être approuvées avant même que tu as collecté les données, en fait. Ça veut dire que tu as déjà fini avec ta revue de littérature avant même d'avoir tes données, en fait. Et ça, c'est le système américain, par exemple. Et puisque, il part du principe que on n'a pas besoin de connaître nos résultats, mais on essaie est-ce que l'étude a son sens, en fait, a sa raison d'être? Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur le sujet? Et ça, c'est le but de la revue de littérature qui est là, en fait. Donc, en partant de ce principe-là, on n'a pas forcément besoin d'avoir les données, en fait. Je ne sais pas si ça aide. Oui, ça aide. Mais en OK. fait, je pose la question parce que il arrive souvent que après la collecte des données et puis les résultats qu'on a, ça change un peu l'orientation de notre sujet. Vous voyez? Donc, c'est en fonction de ça, j'ai posé la question pour Je vois. Yeah. savoir. Yeah, je pense que, je pense que la revue de littérature reste la revue de littérature, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mais si on change l'orientation, ça veut dire on va aller changer également la revue de littérature encore. N'est-ce pas? Mais je pense que souvent on peut avoir des résultats contradictoires, n'est-ce pas? Ou bien des résultats, mais je pense que c'est la discussion maintenant, c'est dans la discussion qu'il a lieu maintenant de parler un peu de ces résultats. Dans la discussion qu'il a lieu vraiment voilà, les gens dans leur étude ont trouvé que, par exemple, les COVID n'affecte pas les enfants. Mais dans ma recherche, c'était l'opposé, en fait, n'est-ce pas? Et c'est là que tu te présentes en tant qu'expert, en fait, dans la discussion pour essayer pourquoi est-ce que c'est le cas, en fait? Pourquoi est-ce que, dans ton cas, c'est le cas comparé aux autres, en fait? Et c'est là que tu discutes, en fait. Et moi, personnellement, je dirais, même quand les résultats sont peut-être contradictoires ou pas comme on veut, en fait, c'est comme si on nous donne vraiment cette flexibilité dans la discussion maintenant pour nous présenter en tant qu'experts
pourquoi est-ce que de tels résultats étaient tenus, en fait. C'est là qu'on essaie de puiser, en fait, dans, dans notre créativité, en fait, et dans, ce qui, dans la revue de littérature, pour expliquer un peu pourquoi est-ce que de tels résultats ont été trouvés, en fait. Ok, d'accord. Yeah. Merci, Andy. Yes, non. Mais il faut savoir aussi, ce que moi je pense aussi, c'est que en ce qui concerne, on peut souvent faire disons, une méthodologie pour aller sur le terrain, mais il arrive souvent qu'il y a ces choses qui ne sont pas faisables. Ouais. Quand c'est Exactement. comme ça, voilà, quand c'est comme ça, ça va forcément avoir un impact sur ce qu'on a déjà écrit, soit dans l'introduction, puis dans la revue bibliographique. C'est un Exactement. Mais ça, peu... c'est la méthode, en fait. Genre, ça va, tu vas juste, par exemple, tu voulais comparer, tu as émis dans le chapitre 1 que tu veux, par exemple, comparer, c'est-à-dire comment est-ce un type d'insecte, par exemple, affecte la culture, en fait, deux différentes cultures, en fait. Mais tu arrives sur le terrain que tu n'as pas de données, par exemple, sur un type de culture que tu veux étudier, en fait, n'est-ce pas? Donc, tu changes carrément la méthode, en fait. Donc, mais toujours est-il que les cas qui sont dans la littérature existent, en fait. Mais c'est juste que tu ne pourras pas adresser ces cas, en fait. Et en changeant tu changes comment dire, tu changes la méthode en fait. Et donc, tu vas aller maintenant changer également dans le chapitre la méthode et tout, exactement. Donc, en tout cas, c'est de faire la différence entre est-ce que c'est la méthode qui doit changer ou est-ce que, si c'est le problème qui change en fait, si on veut changer le problème, donc, c'est-à-dire, on recommence tout à zéro en fait, n'est-ce pas? Parce que la revue de littérature, en fait, la bibliothérapie, ça justifie un peu le problème, en fait. Donc, si, en connaissant on a vu que le problème qu'on va résoudre, c'est différent, ça dit on change tout, en fait. Voilà. Mais ici, je parle de façon séquentielle, en fait. Ça dit, qu'on a un problème, en fait, la revue de littérature, ça veut dire, donc, je pense qu'on dit un peu la même chose ici. Ça veut dire, si c'est après que tu as connecté les données, que tu as vu que le problème que tu peux adresser est différent, voilà. Donc, tu vas commencer encore à l'étape initiale, c'est-à-dire maintenant, définir un nouveau problème, revue de littérature, méthode et commencer. C'est comme si tu recommences à zéro, en fait. Mais le processus, c'est toujours que, après que le problème est identifié, il faut faire la revue de littérature, en fait, etc. Ok, merci. Yeah. Il y a bien commencé, c'est normalement bien. Exactement. Je pense qu'il y a Koibi qui dit en commentaire, si tout est normalement bien défini, pas besoin de données pour une revue biblio. C'est normalement la revue biblio qui oriente le travail et même la collecte de données. Exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clore pour today? Et avant, je vais partager un tour rapidement. Une question, commentaire. OK. Mhm. Oh, une question, commentaire, OK. Avez-vous connaissance de quelques logiciels pour permettre de faire le check du plagiat? Bon, en ligne, par exemple, si vous mettez plagiarism check, like, en ligne, je pense qu'il y a assez de logiciels, en fait, et tout. Et je pense que il sait pas, peut-être qu'on pourra faire notre workshop là-dessus. Je pense que c'est très important. Et souvent même, on a des articles qu'on veut faire, auxquels on fait référence, mais souvent si on n'arrive pas à les citer en fait de la bonne manière, ça sera vu comme du plagiat toujours en fait. Donc, mais en ligne par exemple, sur Google, vous mettez par exemple like check for plagiarism. Quand vous mettez ça en ligne, vous verrez automatiquement, il y aura plusieurs liens en fait, voilà plusieurs liens. Mais je pense qu'à à ce niveau de la thèse, par exemple, je pense que c'est l'accent, je pense que l'accent doit être souvent, nos façons en fait de citer en fait peut constituer ce plagiat en fait. Donc, si possible, je vais faire une vidéo en fait sur comment citer en fait les articles et tout, en tenant compte qu'on évite les plagiats quoi, et partager le lien avec chacun de vous, vu que certains sont dans le groupe WhatsApp déjà et tout. Donc, bonne question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. OK, s'il n'y a pas de questions, je pense que le prochain webinaire, ça sera également, le prochain workshop, ça sera dans 2 semaines.
Et prochainement, on parle un peu de selling your skills. Voilà. C'est-à-dire, une chose, également, je pense que ça va aider même à faire une transition ici. C'est-à-dire, pourquoi est-ce on décide d'aller faire une thèse, n'est-ce pas? Je pense il y a plusieurs raisons. Mais qu'est-ce qu'on gagne en fait? Ou quel est l'avantage qu'on a en fait en allant faire une thèse que les autres ou même l'individu moyen n'a pas en fait? C'est-à-dire déjà, on apprend à écrire en fait, n'est-ce pas? On apprend à raisonner parce que lorsqu'on fait une thèse en fait, c'est méthodique en fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on identifie un problème. C'est un problème parce que ça affecte ceci, ça affecte cela, n'est-ce pas? Et on veut redresser ça parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune connaissance là-dessus. On ne sait pas comment ce phénomène marche, en fait. Donc, on veut adresser ça. Et pour adresser ça, voici les méthodes qu'on va utiliser, en fait. Et on a le recette, on discute, en fait, n'est-ce pas? Donc, un avantage qu'on a, en fait, après la thèse, c'est que on a des écrivains en griffe. Voilà, on sait écrire, en fait. On sait raisonner, en fait. Donc, et on peut prendre peut-être 3 ans, 5 ans, en fait. Pendant que quelqu'un en entreprise est en train de travailler pendant 3 ans, 5 ans, la personne a plus d'expérience, expérience en entreprise. Mais quelles sont les compétences que quelqu'un qui fait la thèse, au sujet de la thèse a, en fait? Quelles sont les compétences qu'il a et comment les vendre, en fait? C'est-à-dire comment les présenter. Je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui, souvent, on cause avec des personnes, on se dit, bon, je viens de finir la thèse, je n'ai pas d'expérience. Mais c'est loin d'être la vérité, en fait. Parce il y a des compétences qu'on a, en fait, on a d'abord une compétence on a parlé un peu de ça, l'organisation, en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à prendre un éléphant, métaphore pour la thèse, on arrive à le découper en petits morceaux, en telle enseigne qu'on peut avaler chaque morceau facilement, en fait. Comme je disais au début, par exemple, lorsqu'un enfant prend à manger, par exemple, qui doit manger du placali, il ne pourra pas couper le placali. Donc, on peut découper le placali en petits morceaux. En telle enseigne que quand l'enfant prend le placali, il peut avaler, en fait. Et c'est une compétence, en fait. C'est une compétence qu'on acquiert, en fait, au travers de la thèse, c'est-à-dire l'organisation, en fait. C'est-à-dire, on devient comme manager de projet, en fait, n'est-ce pas? Puisqu'on a un grand projet qu'une thèse et on arrive à découper en petits morceaux. En telle enseigne qu'en 3 ans, 5 ans, on a fini, en fait. Donc, c'est l'une des compétences qu'elle a déjà. Et puis, bon, il y a pas de l'écriture et plusieurs d'autres compétences, en fait, n'est-ce pas? Donc, on va parler un peu de comment est-ce qu'on arrive à présenter ça, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à présenter ça? Comment on arrive à vendre ces compétences-là, en fait. Voilà, parce que et après ça, on va parler un peu des astuces, en fait, pour ceux qui veulent aller dans l'académie, ceux qui veulent aller en industrie et tout, etc. Mais je pense que c'est très important de savoir que, voilà, faites 3 ans de doctorat. Quand tu sors, tu as ton expérience. Tu n'as pas 0 année d'expérience, en fait, puis que tu as acquis des compétences, en fait. Mais c'est pour nous de faire appui, en fait, sur ces compétences, en fait, pour pouvoir mieux nous vendre, en fait, dans le milieu professionnel une fois qu'on a fini. Donc, on va parler un peu de ça. Donc, toi, n'hésitez pas de partager au maximum. Et les informations du Zoom sont sur les flyers déjà. Le numéro de la réunion, c'est le même passcode et tout. Oh, une question en commentaire. Concernant les publications, peut-on avoir des recommandations des journaux qui mettraient moins de 6 mois pour la publication pour une meilleure visibilité de nos écrits? Oh, voilà, donc c'est une bonne question. Mais la vérité est que la plupart des bonnes revues, en fait, la plupart des bonnes revues, des bons journaux, en fait, mettent plus de 6 mois. C'est c'est une vérité, en fait. Genre, les journaux qui vont rapidement, il y a des journaux tu soumets ton article maintenant, ils te donnent la réponse dans 2 mois, dans 3 mois. Si tu regardes le classement, ce sont les journaux qui sont en bas de l'échelle, en fait. Donc, et la question donc tu as posée, tu as parlé d'une meilleure visibilité. Et quand on parle de meilleure visibilité, ce sont des journaux avec des grands impacts qui ont une bonne visibilité que les petits impacts, en fait, n'est-ce pas? Donc, c'est une bonne, le 6 mois et puis on appelle une meilleure visibilité. Je pense pas qu'on peut avoir une bonne visibilité si on arrive à publier en moins de 6 mois, en fait. Vu que les journaux qui ont des bonnes visibilités prennent assez de temps, en fait. Parce que ce sont des journaux, en fait, ils ont des impacts score de peut-être 120, par exemple. La plupart des journaux qui publient en moins de 6 mois, par exemple, ils ne sont pas classés, en fait. Donc, on publie rapidement, mais on n'a pas de visibilité ou on prend le temps pour publier, puis on a une grande visibilité. Donc, voilà. Je pense qu'il y a un trade-off, en fait, n'est-ce pas? Il y a un trade-off à faire ici. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais juste pour dire que ce ne sera pas possible d'avoir une bonne visibilité en moins de 6 mois, en fait. C'est ça et tout. Donc, et après, on pose la question, est-ce qu'on va pour une quantité
ou on va pour une qualité, en fait. Parce que je pense que en tant que doctorant, on peut publier seulement un seul article, en fait, mais c'est un article qui est publié dans un bon journal, en fait, nous donne un meilleur impact score que publier 10 articles dans les petits journaux, en fait. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Voilà, donc je dirais, si notre but est vraiment de publier, c'est de planifier, en fait. Voilà, c'est un conseil que je peux donner à peut-être ceux qui viennent de commencer, par exemple. C'est dès que tu commences, en fait, c'est de planifier ça, en fait. C'est-à-dire, voir comment est-ce que tu peux produire quelque chose en 1 ou 2 ans. Comme ça, tu soumets. Et d'ici que tu finis, en fait, c'est comme si tu as encore. C'est un asset, en fait. C'est un atout, en fait, que tu as, en fait. Si tu as pu publier dans le tel journaux, en fait. Donc, c'est un peu ça. Yeah. Donc, je vais également, après ça, envoyer des liens, en fait, où on peut également vérifier l'impact de certains journaux, en fait. Parce que je pense que c'est aussi important, une chose à savoir, le score d'impact, en fait, de chaque journal. Parce que ça compte pour beaucoup, en fait. Le but n'est pas d'avoir. Parce que si tu as publié, tu arrives à publier dans un bon journal, même avec une publication et ta thèse, en fait, ces deux choses-là seulement, tu peux avoir, si tu vas en académie, tu peux avoir des postes même dans des très bonnes institutions, etc. Même de la Côte d'Ivoire, tu peux avoir même des positions ailleurs. Si tu as pu avoir une bonne publication dans un journal, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup, mais la qualité over la quantité. Yeah. Donc, il y a Jean-Yves Nguessan qui a levé la main. Je pense qu'il a une question. Oui, au niveau du partage des éléments que vous devez faire, je ne sais pas si on doit laisser, nommer le numéro Yeah, exactement. en chat. Je vais envoyer un lien rapidement où vous allez remplir, en fait. Ah, d'accord, c'est compris. Yeah. Maintenant, ma question, c'était au niveau des publications. Souvent aussi, on a la pression du temps. Alors que Mhm. dans les journaux, dans les grands journaux, ils mettent beaucoup de temps aussi avant d'accepter ou bien de corriger, voilà, tout ça. Exactement. Mhm. Voilà. Donc, c'est un peu aussi une contrainte qui fait que, voilà, les gens préfèrent publier rapidement, voilà, pour pouvoir ajouter ça à leur thèse. Exactement. À ce niveau-là, je dirais que c'est à celui qui veut publier, en fait, c'est à lui de faire violence sur lui-même, en fait, en termes de qualité, en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si sont les bons journaux, ils prennent le temps aussi parce ce sera question de faire beaucoup de révisions, en fait, n'est-ce pas? Tu envoies ton travail, on se dit, bon, tu as utilisé cette méthode, mais tu n'as pas détaillé ou tu n'as pas fait ceci dans une révision. En fait, ce qui fait que ça peut prendre souvent 2 ans, n'est-ce pas? Assez de révision et tout. Mais si l'individu peut assurer la qualité du travail, en fait, voilà, il pense que ça ne gêne pas d'aller dans des journaux qui publient rapidement, en fait. Pourquoi il n'y a pas de qualité du travail? Parce que, en fin de compte, lorsque tu vas publier, tu vas postuler pour des positions de professeur, par exemple, souvent tu veux aller à l'international, en France, par exemple, dans d'autres pays, tu veux postuler pour des positions de professeur. Ils vont regarder, en fait, la qualité de ce que tu as produit, en fait, n'est-ce pas? Personne ne veut s'associer avec des choses qui ne sont pas de qualité. Donc, dans ce sens, je pense que si tu as un moyen, en fait, de t'assurer que le travail que tu fais est de qualité, en fait, je pense que tu peux publier dans n'importe quel journal, en fait. N'est-ce pas? Parce que ça te suit, en fait. C'est ce qu'il veut dire, en fait. Donc, supposons que tu publies quelque chose, et puis bon, le journal n'est pas vigilant également, et puis il y a une erreur, en fait. Il n'y a pas d'erreur de méthode, en fait. Et c'est une chose qui te suit, en fait, n'est-ce pas? Lorsque tu postules, tu dis dans ton CV, on voit tel article là-bas, en fait, et on va lire, en fait, oh, il y a une erreur, en fait. Donc, en même temps, l'employeur, en fait, te juge, en fait, sur la base du travail que tu as produit, en fait. Donc, voilà, c'est le danger qu'elle a, en fait. Donc, mais si tu as un système en place pour assurer la qualité du travail que tu fais, je pense que, voilà, vas-y dans n'importe quel journal. Parce que le problème avec les journaux qui publient rapidement, généralement, ils ne font pas de révision, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, dès que ça vient, dès que c'est publié, en fait, dès que ça vient, dès que c'est publié. Et cela peut compromettre, en fait, la qualité et cela peut te porter même préjudice éventuellement dans le futur. Voilà. Donc, j'ai mis le lien en commentaire. Vous pouvez remplir. Je pense que c'était déjà rempli la dernière fois. Plus la peine de remplir encore. Mais ceux qui n'ont pas encore rempli ce formulaire, vous pouvez laisser vos contacts WhatsApp également. On a créé un groupe également. On pourra vous ajouter puis partager les différents liens dont j'ai mentionné. Donc, je ne sais pas s'il y a une dernière question avant qu'on termine pour aujourd'hui. C'est pas une question, c'est pour vous dire merci de cette opportunité que vous nous offrez.
Voilà, ce partage de connaissances-là et de compétences. Voilà. OK. Il n'y a pas de souci. Merci à chacun également d'être venu. Je pense qu'on a débordé un peu avec le temps. Donc, essayons d'être là à l'heure la prochaine fois pour commencer. Je pense qu'on a dû attendre un peu aujourd'hui. Mais si on peut être là à 14h30 exactement, la prochaine fois, c'est le 27 octobre. On pourra commencer en même temps. Et puis, bon, pour être sûr qu'on finit à 16h00. Et n'hésite pas de partager à d'autres personnes. Voilà, comme je dit, on va parler un peu de comment vendre ses compétences. Je pense que après tout ce qu'on fait, le but, c'est de pouvoir, voilà, c'est de pouvoir vraiment utiliser tout ce qu'on apprend, le mettre au service, dans nos entreprises, etc. Donc, voilà pourquoi c'est important de savoir comment vendre ses compétences. Et ce sera le sujet de la prochaine fois. Ouais, donc sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.